Fanny. Mesdames et messieurs, merci. Nous allons garder la même position pour l'exécution de l'hymne national. Merci beaucoup, frères et sœurs. Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, ici représentant personnel de Son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation en mission, Monsieur le secrétaire général à la recherche scientifique et innovation, Monsieur le président du Conseil scientifique national, Madame et Messieurs les directeurs des services centraux de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, Monsieur les responsables des centres et institutions de recherche, chers membres de la grande communauté scientifique de la République démocratique du Congo et d'ailleurs, et qualités respectives, tout protocole observé. La Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement est célébrée chaque 10 novembre. Elle a été instaurée par l'UNESCO en 2001. Chaque année, cette journée est marquée par un thème spécifique lié à l'éducation scientifique, le changement climatique, l'intelligence artificielle, l'accès équitable à la science et la santé publique. En République démocratique du Congo, la journée du 10 novembre est souvent l'occasion d'organiser des conférences, des ateliers scientifiques, des expositions de recherche, des journées portes ouvertes dans les universités et centres de recherche. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, édition 2025, sous le thème international Confiance, transformation et avenir, la science dont nous avons besoin pour 2050. Le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation organise en ce jour du 10 novembre de l'année 2025 en cours, ici dans ce beau cadre de l'Institut national des arts de Kinshasa, par le biais du Conseil scientifique national, une série d'activités sous le thème national « Contribution des institutions de recherche
à la paix et au développement durable de la République démocratique du Congo. Nous tenons à souligner que les activités de ces jours sont marquées par la présence de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, qui nous fait l'honneur de présider personnellement l'ensemble de ces activités au nom de son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation en mission. Tout en vous saluant, je m'en vais très rapidement vous présenter les programmes des activités de ces jours dans sa partie inaugurale qui se présente de la manière suivante. 5 points ont été retenus à savoir. 1. Le mot de bienvenue du président du Conseil scientifique national. 2. Le mot de circonstance de Monsieur le secrétaire général à la recherche scientifique et innovation. 3. Les discours de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de Relations avec le Parlement. 4. Photos de famille. Et enfin 5. Visite des stands par les officiels. Visite qui sera suivie d'une pause café avant le retrait de son Excellence Monsieur le ministre. Nous tenons à signaler que les panels de discussion vont commencer juste après la pause café, tel qu'indiqué sur le programme repris sur les invitations qui vous avaient été adressées. Les travaux vont donc se poursuivre jusqu'à autour de 15h30 avant de suivre la lecture des recommandations et les allocutions des clôtures. Par cette occasion, nous serons donc encore une fois de plus honorés de recevoir son Excellence Monsieur le ministre d'État pour les discours de clôture. Sans vouloir abuser du temps, avec votre autorisation, Excellence Monsieur le ministre d'État, le protocole invite le professeur Piusu Diana Chimakina, président du Conseil scientifique national, pour son mot de bienvenue. Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, représentant de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, de recherche scientifique et d'innovation, Monsieur le secrétaire général de la recherche scientifique et d'innovation, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions d'enseignement supérieur, la paix et l'ouverture des manifestations signalées que Monsieur le ministre de l'État est à la base de la loi sur la recherche scientifique, donc ça coïncide bien. Permettez-moi d'exprimer au nom de la communauté scientifique nationale notre vive reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son appui constant à la recherche, à la formation et à l'innovation. Les réformes entreprises dans les secteurs de l'enseignement supérieur, la construction et la réhabilitation des universités et instituts d'enseignement supérieur, les programmes d'appui aux jeunes chercheurs et aux initiatives d'innovation témoignent d'un engagement ferme du gouvernement de la République en faveur du savoir. Nous saluons particulièrement l'action de Madame Marie-Thérèse Sombo Ayane-Safi-Mukuna, ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, pour redynamiser la recherche scientifique et l'innovation tant dans nos universités, centres de recherche, que chez les indépendants. Sous la haute impulsion du chef de l'État, notre pays a franchi d'importantes étapes vers la construction d'un système scientifique plus dynamique, mieux organisé et tourné vers les besoins réels de la société. L'appui et la participation aux 3 forums du génie scientifique congolais en témoignent. Nous voulons ici saluer et encourager ces efforts tout en appelant à les intensifier afin que la recherche puisse jouer pleinement son rôle de levier du développement national. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, la science est bien plus
qu'un simple outil de connaissance. Elle est le moteur silencieux de toute transformation durable. C'est par elle que les nations s'émancipent, que les sociétés se modernisent et que les peuples accèdent à la prospérité. Dans un monde où les défis sont multiples, changement climatique, crise sanitaire, insécurité alimentaire, transition énergétique, etc., seule la science offre les clés d'une réponse efficace et durable. Mais au-delà de son aspect technologique, la science est aussi un instrument de souveraineté. Un pays qui maîtrise les savoirs et la recherche devient maître de son destin. Elle confère à la nation la capacité de comprendre, d'anticiper et d'agir. Excellence, Monsieur le ministre d'État, distingués des invités, si nous voulons relever les défis du développement durable, il nous faut renforcer les moyens alloués à la recherche scientifique. Les organisations internationales, notamment l'UNESCO, recommandent que chaque pays consacre au moins 1% de son PIB à la recherche et au développement. Cet objectif doit devenir pour notre nation un horizon mobilisateur. Nous savons que beaucoup d'efforts sont déjà faits. Lors du premier forum du génie scientifique congolais, le président de la République avait promis de faire passer le budget de la recherche scientifique de 0,5% à 3%, et il a tenu parole. Le gouvernement a exécuté cette instruction depuis le budget 2024. Mais le décaissement réel de ces allocations budgétaires n'a pas suffi. La réalité du terrain nous rappelle que nos chercheurs manquent d'équipement, de financement, des conditions propices à l'innovation. Il est donc nécessaire d'aller plus loin, ensemble, gouvernement, secteur public, partenaires techniques, diaspora scientifique, pour faire de la science un pilier central de notre économie et de notre souveraineté. Car, comme le disait avec justesse le grand physicien Albert Einstein, la science sans religion est boiteuse et la religion sans science est aveugle. Fin de citation. Cette citation nous invite à comprendre que la science, pour être féconde, doit être guidée par l'éthique, la responsabilité, l'amour et le respect du bien commun. Excellences, Mesdames et Messieurs, la sagesse des Écritures saintes rejoint admirablement cette vision. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 25, verset 2, il est écrit: c'est la gloire de Dieu de cacher les choses, c'est la gloire des rois de les sonder. Cette parole illustre de manière saisissante les rôles du chercheur et du scientifique. Celui de sonder la création, de découvrir ce que Dieu a caché dans la nature et d'en faire un bien pour l'humanité. La science devient alors un acte de service, un prolongement de la sagesse divine, un instrument de paix et de progrès. Ainsi, lorsque nous cherchons à comprendre, à découvrir, à innover, nous participons à cette mission sacrée de rendre la création plus intelligible et la vie humaine plus digne. Le Conseil scientifique national, pour sa part, demeure pleinement engagé à promouvoir une recherche orientée vers les priorités nationales, soutenir la formation et la valorisation des jeunes chercheurs, valoriser la synergie entre les universités, les entreprises et les institutions publiques et encourager une culture scientifique citoyenne au service de la société et du développement durable. Notre ambition est claire: bâtir un système de recherche performant, éthique, inclusif et internationalement compétitif, capable de transformer les ressources de notre pays en richesse durable et partagée. Excellences, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le secrétaire général, distingués invités, en célébrant aujourd'hui la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement durable, nous affirmons notre conviction que le futur de notre nation se construira par les savoirs, par l'innovation et par la sagesse collective. Que cette journée soit un moment d'inspiration
et d'engagement rénové. Poursuivons ensemble avec courage et détermination la construction d'une société éclairée, créative et résolument tournée vers la paix et les progrès. En vous remerciant pour votre attention et votre présence, je souhaite à toutes et à tous une excellente célébration de la Journée internationale de la science. Vive la science, vive la recherche scientifique et l'innovation, vive la République du Congo. Je vous remercie. Nous disons merci au président du Conseil scientifique national. À présent, qu'il nous soit permis d'inviter monsieur. Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, représentant de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Monsieur le Président du Conseil scientifique national, Messieurs les directeurs chefs de service du secrétariat général à la recherche scientifique et innovation, Madame et Messieurs les directeurs généraux des centres et instituts de recherche, Mesdames et Messieurs les scientifiques, chers étudiants et chers élèves, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, le monde entier célèbre le 10 novembre de chaque année la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Cette journée est commémorée au terme de la résolution numéro 31-C-20, prise lors de la 31e session de la conférence générale de l'UNESCO en 2001. Elle est précédée d'une semaine scientifique au cours de laquelle sont organisées diverses activités, notamment les conférences, les expositions des produits de recherche, les visites guidées des laboratoires et champs expérimentaux. Pour la petite histoire, c'est à l'issue de la conférence mondiale sur la science tenue à Budapest, en Hongrie en 1999, qu'il a été décidé la consécration d'une journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. En République démocratique du Congo, la première édition de cette journée a été célébrée solennellement en 2001 au Centre de recherche géologique minier en sigle CERGE. La célébration de cette journée en ces jours s'inscrit dans le cadre de la décennie internationale des sciences au service du développement durable 2024-2033, programmée par l'Assemblée générale des Nations unies. Comme l'a repris mon prédécesseur, la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement est célébrée cette année 2025 sous le thème international Confiance, transformation et avenir, la science dont nous avons besoin pour 2050. Il s'agit de promouvoir la science comme un bien commun mondial qui favorise l'innovation, l'inclusion, la collaboration au-delà des frontières. Il s'agit de se montrer attentif à l'interaction entre la science dont nous avons besoin jusqu'à 2050 et les attentes réelles de la société congolaise. S'il est vrai que la science est un édifice qui se construit au jour le jour, il est autant vrai que chaque partie prenante y apporte sa pierre dans un esprit d'entente mutuelle et de compréhension globale. Excellences, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, la célébration de cette journée sous le thème national
des contributions des institutions de recherche à la paix, au développement durable et à l'aide offrent à nos scientifiques l'opportunité de renforcer la sensibilisation de l'opinion publique nationale au rôle et à l'importance de la science pour une société pacifique et durable, afin de promouvoir la solidarité nationale et internationale pour le partage des connaissances et la coopération scientifique. Exposer les divers produits de recherche dans les stands, sensibiliser l'autorité budgétaire nationale à accorder 1% des PIB au secteur de la recherche scientifique et d'innovation, conformément aux recommandations de l'UNESCO et aux autres organismes internationaux. Inciter la population congolaise à consommer la production locale pour promouvoir le développement endogène. Inciter les élèves et les étudiants à opter pour les filières scientifiques afin de doter la République démocratique du Congo des scientifiques de qualité contribuant efficacement au développement national. Ainsi, au cours de ces assises, nous allons participer au panel où les éminents scientifiques retenus vont répondre aux préoccupations des participants dans leurs domaines spécifiques d'une part et une visite des stands d'autre part. C'est ici l'opportunité pour tous, décideurs politiques, scientifiques, chercheurs, entrepreneurs, étudiants, élèves et autres catégories de personnes vivant de la société congolaise, de renouveler l'engagement à travers la science pour la paix et le développement durable, afin de promouvoir l'utilisation rationnelle, responsable des acquis de la science au service de la société congolaise. Excellence, Monsieur le ministre d'État, point n'est besoin de souligner que le progrès de la science, de la technologie et de l'innovation sont les moteurs par excellence de la croissance et du développement durable. Il est évident que sans la science, il ne peut pas avoir le développement durable. Et sans le développement durable, il n'y a pas de paix véritable. Que vive la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement durable. Que vive le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. À présent, qu'il plaise à votre Excellence, Maître Guy Loando Mboyo, ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, de prendre la parole au nom de son Excellence, Madame la professeure Dr Sombo Ayane Safi Mukuna Marie-Thérèse, ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, pour les discours d'ouverture. Excellence. Monsieur le secrétaire général à la recherche scientifique et innovation, Monsieur le président du comité scientifique national, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres, qualités respectifs. Chaque international
commémore la journée de la jeunesse, de la science, au service de la paix et du développement initié par la résolution 31C par 20 de la conférence générale de l'UNESCO. L'édition 2025 revêt une signification particulière car elle s'inscrit dans le cadre de la décennie internationale des sciences au service du développement durable 2024-2033, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est pour moi un honneur et un motif de fierté nationale de prendre la parole en cette circonstance solennelle, célébrée sous le thème Contribution des institutions de recherche à la paix et au développement durable en République démocratique du Congo. Cette journée organisée sous l'égide du Conseil scientifique national ne constitue pas seulement une commémoration symbolique. Elle est avant tout un moment de réflexion collective, de dialogue interdisciplinaire et d'engagement politique. Elle nous invite à repenser la place de la science dans la construction d'un monde pacifique, résilient et durable, et à inscrire résolument la recherche scientifique au cœur du projet de société des Congolais. Elle est aussi l'occasion de réaffirmer la volonté du gouvernement de la République, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai cité très respectueusement l'Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu faire de la recherche scientifique et de l'innovation un levier stratégique de développement, de souveraineté et de stabilité nationale. Il est à noter également que sous le leadership de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, le secteur de la recherche scientifique et l'innovation technologique, on est une dynamique croissante, favorisant le progrès, la modernisation et la compétitivité de notre pays. Mesdames et messieurs, nous vivons à une époque de mutation profonde et rapide. Crise écologique, tensions géopolitiques, transformations technologiques et pandémies redéfinissent nos priorités et interrogent nos certitudes. Dans ce contexte, la science apparaît plus que jamais comme le socle de la connaissance, de la résilience et de la gouvernance éclairée. En République démocratique du Congo, les défis sont immenses. L'insécurité persistante dans l'Est, la pauvreté rurale, la faiblesse des infrastructures éducatives, l'analphabétisme scientifique et la gouvernance fragile de nos ressources naturelles. Pourtant, notre pays possède des atouts considérables, une jeunesse créative, une biodiversité exceptionnelle et des ressources minérales et humaines inestimables. La science, lorsqu'elle est soutenue, valorisée et partagée, nous aide à analyser les causes profondes des déséquilibres, à concevoir des solutions adaptées à nos réalités locales et à transformer durablement notre société. Elle constitue un instrument de paix, car elle combat l'ignorance, déconstruit les préjugés et promet la rationalité, le dialogue et la coopération. Elle est aussi un outil de souveraineté à une nation forte et celle qui fonde ses décisions sur la connaissance et non sur la spéculation. Ainsi, investir dans la science, c'est investir dans la stabilité, la dignité de notre peuple et la paix. Mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion pour moi de saluer avec déférence le leadership éclairé de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État,
pour son engagement constant en faveur de la paix et du développement par la connaissance. Sous son impulsion, le gouvernement de la République a augmenté le budget alloué à la recherche scientifique et à l'innovation dans la perspective d'atteindre à terme 1% du PIB, conformément aux recommandations de l'UNESCO, l'UNEPAD, la SADC et des CAST africains. Ça nous a été rappelé ici par le secrétaire général à la recherche scientifique, tout en soulignant, comme il a bien dit, entre les prévisions et les questions effectives, le chemin est encore long, mais nous savons que nous y arriverons. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et l'innovation, s'est résolument engagé à renforcer la recherche scientifique nationale dans une approche multidisciplinaire et inclusive, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie et des technologies émergentes. Valoriser les résultats de la recherche congolaise en les transformant en outils d'aide à la décision et en levier de développement durable. Créer des synergies structurelles entre les chercheurs, les décideurs, les opérateurs économiques, les sociétés civiles et les communautés locales. Encourager la participation active de jeunes chercheurs et de femmes scientifiques, véritables moteurs de la relève scientifique nationale. Ancrer la culture scientifique dans la conscience collective afin que chaque citoyen comprenne que le développement repose avant tout sur la connaissance et l'innovation. Identifier et valoriser les contributions scientifiques pertinentes à la consolidation de la paix et à la reconstruction nationale. Élaborer des recommandations stratégiques et politiques adaptées à nos réalités locales. Créer un réseau pluridisciplinaire de recherche et d'innovation aligné sur les priorités nationales. Promouvoir les jeunes talentueux et les initiatives communautaires innovantes. Et enfin, encourager la signature de partenariats académiques, techniques et financiers autour de projets crédibles. Ces résultats devront déboucher sur la publication des rapports stratégiques nationaux, véritable boussole de la politique scientifique congolaise pour les années à venir. Mesdames et messieurs, la science ne se limite pas au laboratoire. Elle s'exprime dans les champs, les écoles, les entreprises, les politiques publiques et jusque dans le village où nos chercheurs accompagnent les communautés. Mobiliser les esprits, c'est mobiliser la nation entière. C'est croire que la RDCP à la science préparée et l'avenir fondé sur la dignité, la souveraineté et la paix durable. Je rends un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui, souvent, dans des conditions difficiles, continuent à faire rayonner la science congolaise. Une pensée particulière va à nos chercheurs des provinces de l'Est, dans la persévérance et la passion incarne la résilience et la dignité du savoir congolais face à l'adversité. Enfin, j'en appelle à nos universités, nos écoles, nos chercheurs, nos partenaires techniques et financiers, et surtout à notre jeunesse à unir leurs efforts pour faire de la science un bien commun, un moteur de paix, de justice et de prospérité partagée. Et vive la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Qu'elle vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, Excellence. Excellence, Monsieur le ministre d'État, les 3 premiers points qui consistaient aux prises des paroles étant épuisés, très respectueusement, nous allons encore demander à votre Excellence de bien vouloir rejoindre l'estrade. Pardon.
l'aide. Moi, dans ça, de toute autorité déléguée, en compagnie aux acteurs, le grand parrain Lionel Messi, agissant pour la République, mise en match, Lionel Messi pour karaté, leader, pour l'ensemble, meilleur ministre d'État. Vraiment, nous comptons trois institutions. Il y a le CNPI, le Comité national de formation sur le développement des enfants. Nous avons le commissariat général à l'énergie atomique et le COE-CDR. Ce sont là trois structures qui travaillent sur le nucléaire. Il y a une convention de l'UNESCO sur ce qui est ionisant. De la santé, il y a un centre dans la YOLO, et encadre aussi. C'est le jeu de l'USAP associé avec la ministre. Nous pour la prévention après le traitement pour la prévention il y a des faits parce que pas des faits dans la bouche, la personne ne mange pas. Ça permet de réduire les gènes et faciliter la façon de manger. C'est un appareil de massage. Quand il y a un problème d'articulation temporale, et une fois que le patient subit une chirurgie ou bien un traitement mini-invasif, c'est là pour relaxer les muscles, un appareil de radiologie sur le compte des clichés dentaires. C'est toujours l'Institut de recherche et fondation qui a exposé les produits de la recherche. Et si nous avons quelques livres, je donne la parole à Adrien qui L'argent financier a permis à visiter en ce moment-là la sous-région de l'Équateur, Sud-Obangi. Vous devez faire la grande Équateur. Les chercheurs sont partis là-bas. Comme banque de données pour une production immédiate et utile. Donc aujourd'hui, dans cette partie, c'est toute une bibliothèque privée. Il faut conserver, c'est un peu encore. Ici, ce sont des données des enquêteurs. Avant 1982, 1975 à 1982, les recherches s'appelaient Centre de mission de guérison. Il avait des enquêteurs à travers la République. Les enquêteurs envoyaient des résultats. Ces résultats qu'on a compilés pour faire Et ça, de recherche au niveau de l'environnement. Nous sommes des centres de recherche en environnement. Nous avons comme mission de vérifier la qualité des eaux et de l'eau. Grâce à cette mission, quelques émissions, quelques recettes, les recherches sur le tourbillage, les recettes de l'eau, les jardins botaniques et c'est pas mal.
vous étiez à Fukushima. Vous faites les prélèvements, vous envoyez au laboratoire. Nous prélevons, même nos laboratoires, donc, nous sommes en train de mener des recherches et des études sur tous les domaines qui touchent au développement du pays, en passant par la technologie, l'agroalimentaire et même la médecine. Ici, nous avons et les énergies renouvelables. Nous avons juste un échantillon. Ici, nous avons les produits que vous voyez ici. Nous avons aussi présenté ça au Japon au Osaka il y a 2 mois. Et nous avons même un poster qui a été aussi présenté, qui sera aussi présenté l'année prochaine à Tokyo dans un grand forum des médecines. Donc ici, nous avons utilisé les plantes de la République du Congo et qui ont des capacités de traiter les dysfonctions érectiles, les problèmes de diabète et les problèmes des cancers, etc. Et les études ont été menées conjointement avec les CERSAT, l'Université de Kinshasa, l'Université de Mons en Belgique et l'Université d'Hokkaido au Japon. Ici, donc, ce sont des produits que nous avons, ce sont des échantillons de BSP. Ah, c'est bio. C'est vraiment bio. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans la mode ici? Nous contrôlons le produit dès la production jusqu'à la transformation. Ça veut dire quoi? Dès la culture? La culture. Donc vous avez vos propres champs? Il n'y a pas de chimie? Non, non. Et tout est bio. Et puis vous verrez la différence ici, c'est que ce que nous achetons au marché, vous allez voir à un moment donné, il y a l'huile qui c'est final. Chez nous, c'est vraiment homogène. Donc c'est vraiment. On appelle ça le toba. Ah, ok. C'est vraiment contrôlé. Vous êtes au Centre national de télédétection. Bienvenue. Le Centre national de télédétection s'occupe de la promotion de données satellites. Nous utilisons... Votre promotion, Nous utilisons les images satellitaires. Vous étiez où? Parce qu'il y a eu la cité Escalade. Vous avez gagné le marché de faire Pour la propriété aéroportée. C'est ça. Oui, j'étais dans la commission, je connais. Alors, nous travaillons dans les mines pour pouvoir faire la cartographie des mines connues et non connues. Même là où il y a la fraude, pour aider le gouvernement congolais à pouvoir retracer toutes les mines et gagner ce qu'il est en train de faire. Nous travaillons aussi dans le secteur de l'agriculture pour déceler partout où il y a des terres arables et savoir quelle culture peut être utilisée là-bas et dans combien de temps on peut avoir l'agriculture. Et nous travaillons dans l'environnement, dans l'aménagement du territoire. Voilà. Un grand travail là. Réglementation aide à mettre les règlements ensemble pour que tout le monde suive les textes à la lettre, à la loupe, les textes, les lois qui régissent les nucléaires à travers le monde. Maintenant, vous allez vous poser la question, vous allez dire, mais de quoi CNPRI peut nous aider dans la pacification du pays? D'abord, vous savez qu'il y a des nucléaires, quand on passe des nucléaires, comme l'a dit le professeur, on passe à beaucoup de choses nocives qui peuvent détruire l'homme. Mais le nucléaire, ce n'est pas simplement pour cela. Nous avons par exemple des sociétés minières qui utilisent les sources qui, en leur sein, contiennent un peu de produits qui peuvent détruire, qui peuvent nuire à l'environnement et à l'homme. Et nous, en tant que CNPRI, nous sommes amenés à contrôler ces sources radioactives partout où se trouvent, dans les sociétés minières, dans les sociétés de construction, dans d'autres sociétés, même des cimenteries, des brasseries. Ils utilisent des sources radioactives.
Et nous sommes d'abord amenés à protéger, à voir ces sources, à les contrôler pour qu'ils ne puissent pas être utilisés par les éléments qui peuvent l'utiliser d'une manière nocive. Et voilà, notre rôle donc c'est de protéger l'homme à l'environnement. Et nous croyons qu'en faisant notre travail correctement, nous prévenons des choses qui peuvent arriver à notre société. Notre prévention est capitale. Parce que si nous ne contrôlons pas ces sources radioactives, vous avez suivi, par exemple, en Australie, il y avait une perte d'une source radioactive et tout le monde était mobilisé pour suivre cette source, puisque cette source pouvait nuire à l'homme et à son environnement. C'est ça le travail. Mais nous sommes là pour protéger l'homme et son environnement, mais nous sommes aussi là-bas pour contrôler que tous les utilisateurs utilisent le nucléaire correctement. Puisqu'en fait, s'ils les utilisent mal, ça peut être une bombe à retardement contre et notre population et son environnement. Donc notre rôle est très capital et nous croyons effectivement qu'en le faisant, nous contribuons à la paix, à la pacification de la République démocratique du Congo. Puisque si ces sources des rayonnements ionisants n'étaient pas contrôlées, si le nucléaire n'était pas encadré, si la police nucléaire n'existait pas dans ces pays, peut-être qu'on aurait eu des problèmes avec notre nucléaire en République démocratique du Congo. Donc, le CNPD est là pour autoriser, réglementer, contrôler et prendre des mesures coercitives. C'est-à-dire que nos inspecteurs ont même la qualité des OPJ. Ils peuvent arrêter, ils peuvent contrôler, ils peuvent sceller des entreprises qui ne sont pas en norme. Donc, les lois de la République démocratique du Congo, nous avons une loi qui nous régit, mais la loi qui nous régit est au niveau du Parlement de la République démocratique du Congo pour le moment, pour qu'on puisse les modifier, parce que la loi antérieure ne remplissait pas les conditions pour garantir l'utilisation pacifique du nucléaire en République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président du CNPRI. Je pense que tout le monde a retenu avec moi que la police nucléaire existe en RDC et elle est assurée par le CNPRI. Au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez vous rendre compte que nous avons 3 structures qui mutualisent les efforts en vue de permettre à la République démocratique du Congo d'avoir un usage pacifique et un usage au service de la nation en ce qui concerne le nucléaire. Je m'en vais inviter à présent monsieur le commissaire du CGA, le professeur Steve Mwanza, qui va nous donner un peu le rôle du CGA. J'ai l'habitude de les déranger que le CGA est à quelques minutes de ma maison et que s'il y a explosion, en tout cas je suis la première affectée. Mais je pense que ce qu'il va nous dire va nous rassurer et nous montrer quel est le rôle vraiment principal, crucial que joue le CGA en ce qui concerne l'usage pacifique du nucléaire en République démocratique du Congo. Monsieur le commissaire, vous avez 6 minutes. Je sais que c'est passionnant ce que vous allez nous dire. Souffrez de les synthétiser en 6 minutes. Ça a été un facteur très important qui fait d'ailleurs que ce qu'on appelle le CREMCA, le Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa, existe tout simplement. Alors, nous avons eu à la suite de ça le premier réacteur nucléaire fonctionnel d'Afrique, c'était juste avant l'indépendance en 1959. Et ce réacteur a tourné jusqu'en 1971. Ensuite, le gouvernement congolais en a acheté un autre, un peu plus puissant, qu'on appelle Type 2.
qui a fonctionné depuis le début des années 1970 jusqu'à 2004, donc il est malheureusement à l'arrêt technique depuis 21 ans. Le gouvernement a un projet de le redémarrer. Alors, la première question qu'on peut poser, c'est à quoi ça sert un réacteur nucléaire? Ça sert à faire des réactions de fission contrôlées. Donc c'est pas explosif comme dans une bombe, on essaie de contrôler et de maintenir cette libération de l'énergie nucléaire. Et ça n'est pas non plus un réacteur électronucléaire, c'est-à-dire qu'on ne produit pas d'électricité avec. Ça sert essentiellement à faire de la recherche et de la formation, à produire des radioisotopes qui sont riches en neutrons et qui peuvent avoir des tas d'applications diverses sur lesquelles je vais revenir après. Et puis ça sert aussi à faire quelque chose de très intéressant qu'on appelle les analyses par activation neutronique. On prend des matériaux quelconques, on les bombarde avec des neutrons, ça excite la radioactivité nucléaire et notamment au travers de la radioactivité gamma qu'on peut mesurer par des méthodes spectrométriques, on peut déterminer d'une manière extrêmement précise tous les radionucléides présents dans l'échantillon. Donc ce sont des techniques d'analyse très très avancées. Donc voilà un peu pour, je dirais, le principal instrument du CGE. Alors, on a toutes sortes d'applications qui touchent à la santé humaine, à la nutrition, à l'agriculture, et je vais essayer de vous en donner quelques exemples, comme je disais, au travers des projets phares du CGE. Nous travaillons en collaboration assez proche avec le Centre national de lutte contre le cancer à la création du Centre national de référence en oncologie. Ce sera le premier centre public dédié au cancer, complètement intégré, c'est-à-dire que toutes les modalités diagnostiques du cancer, que ce soit les CT, donc c'est-à-dire les scanners avec des rayons X, il y aura aussi la chirurgie oncologique et la chimiothérapie. Donc ce sera vraiment un centre intégré et le premier du pays. À côté de ça, on aura aussi un centre national de radiopharmacie avec un grand cyclotron industriel qui permet, lui, de produire des radioisotopes pauvres en neutrons, qui sont complémentaires de ce qu'on peut produire avec le réacteur, et qui servent notamment pour les examens, ce qu'on appelle le TEP scan, donc cette fameuse tomographie par émission de positrons, qui sont un instrument diagnostique et de suivi du cancer qui est absolument indispensable. Et comme la molécule marquée la plus utilisée a un temps de vie relativement court, on doit la produire à proximité immédiate de l'endroit où c'est utilisé, d'où la présence du bâtiment de radiopharmacie à côté du centre pour le cancer. Et puis, on aura aussi, parce qu'il faut penser à former, notamment sur le plan tout à fait pratique, les acteurs du milieu, une école nationale supérieure de sciences et techniques nucléaires, et que son Excellence Madame la Ministre nous a fait l'honneur de signer l'arrêté de création il y a environ un mois. Donc là, il s'agira essentiellement, en complément des différentes sciences de base qui sont enseignées dans les facultés des sciences de nos universités, d'avoir un outil pour former les techniciens et les ingénieurs du secteur avec une licence professionnelle et un master professionnel pour toutes les applications imaginables des sciences et techniques nucléaires. Alors, par exemple, s'agissant de l'agriculture, comment on peut intervenir? On peut, par exemple, accélérer des modifications qui existent à l'état naturel du patrimoine génétique, si vous voulez, de nos plantes nutritives, en les bombardant par des rayons gamma, et en modifiant comme ça l'ADN, on augmente la variabilité et on peut sélectionner des mutants viables qui peuvent avoir des propriétés qui sont meilleures que les semences d'origine. Ça peut être plus nutritif, ça peut être plus résilient par rapport à des stress hydriques, ça peut être plus productif.
Dans les temps de changement climatique qu'on connaît, c'est fondamental d'appliquer ces techniques pour maintenir une production alimentaire à un niveau suffisant, voire carrément l'augmenter. Donc vous voyez, c'est ce type d'application qu'on peut faire. On a aussi toute une série de techniques qu'on appelle des analyses non destructives, et vous pourrez par exemple sonder l'intérieur du béton du barrage Jinga ou des soudures en milieu industriel sans devoir rentrer et pénétrer dedans, ce qui abîmerait la structure. Par des techniques de rayons X, par des reçuages, par des jauges nucléoniques et d'autres techniques. On est aussi spécialiste en radioprotection. Le cadre législatif est fixé par le régulateur, mais nous faisons des analyses de postes radiologiques et nous aidons les différentes entreprises minières, hospitalières ou autres à se mettre en conformité par rapport au cadre qui est déjà prédéfini. Voilà, et puis évidemment, on se penche sur la recherche et la formation à différents titres. Je pense que je ne vais pas m'étendre plus parce que ça nous amènerait à rentrer dans des choses qui sont très techniques et je ne voudrais pas, au-delà de la radioactivité, effrayer plus notre audience. On aura le temps de revenir quand on aura un peu plus de temps sur ces différentes notions. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Moi, on a tenu tout ce qui est menaces biologiques. Vous savez que ce pays est souvent exposé à beaucoup d'épidémies. Il y a Ebola, plusieurs épisodes. Nous avons connu la Covid, la fièvre Marbourg et autres types d'épidémies. Tout ça, ça fait partie des menaces biologiques et ça génère beaucoup de risques. Koé est mieux placé pour également apporter sa contribution. En radio nucléaire, nous sommes également là par rapport à tout ce que mes prédécesseurs ont évoqué. Toutes ces activités d'épée dans le nucléaire génèrent bien entendu des risques radionucléaires. Même lorsqu'on doit passer quelqu'un en radiothérapie, sachez qu'il y a des zones qui peuvent être exposées. Et tout ça, ça demande à ce que ça soit géré. Alors, dans la branche trafic illicite, nous sommes dans les investigations et opérations contre les trafics illicites de matières sévères. Les matières sévères sont des matières qui, parmi elles, vous en trouverez d'autres qui sont précieuses. Et c'est ce qui peut facilement occasionner cela. Et nous sommes aussi dans cette branche. Alors, qu'est-ce que le COE, depuis son existence, pratiquement 15 ans, donc le COE là-dedans, je dirais 12 ans, depuis 2013, cette institution a pu mettre en place un réseau d'experts qu'on appelle l'équipe nationale. Ces réseaux d'experts est multisectoriel. Vous trouverez dans le COE le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère de l'ESU, pratiquement tout le ministère sont dedans. Parce que nous coordonnons la gestion des risques qu'on peut retrouver dans tous ces divers secteurs. Le COE, depuis son existence, a fait l'évaluation des besoins sévères du pays. En 2015, c'est ce qui a amené le COE à produire son premier plan d'action nationale sévère qui a été validé cette année même. Ça, c'est pratiquement la boussole de la gestion des activités sévères. C'est un document important. Nous attendons avec le leadership de Madame la ministre pour que nous puissions tenir les décrets au niveau de la primature afin que le document puisse être appliqué avec si de facilité, exploité dans tous les sens. Le COE, dans ses activités, implémente beaucoup de projets régionaux. Vous allez remarquer, j'ai pris quelques cas de projets régionaux implémentés depuis son existence. Le P33, c'était un projet sur le renforcement du cadre légal dans le domaine CBRN et fourniture d'une formation technique spécialisée. Quels sont les bénéfices? Parce qu'on demande les contributions. Cela a permis à ce qu'on puisse constituer, former l'équipe des primo-intervenants en cas d'incident sévère. Vous verrez aujourd'hui le Congo, lorsqu'il y a une crise sévère, nous avons une équipe de primo-intervenants bien formés à travers ces projets. Là-dedans, vous trouverez la police scientifique,
la protection civile, la douane et autres secteurs. Ils sont tous dedans. C'est vraiment un acquis du COE. À travers le P40D, projet sur la sûreté et sécurité chimique dans la région, il y a eu par exemple le renforcement de capacité des exploitants de produits chimiques sur la production, le transport, le transbordement, l'utilisation, le stockage et l'extraction. Avec un tel projet, la firme qui venait de connaître l'accident, je suppose que c'était accidentel, du bassin d'irritation de ses effluents, ne peut pas s'expliquer parce qu'à travers COE, il pouvait bien être conseillé et savoir avec qui travailler afin d'éviter ce genre d'incidents. Le P50 sur la fourniture d'équipements spécialisés pour le renforcement, la préparation, capacité aux événements sévérins, ce projet a permis à ce que le pays puisse être doté des équipements spécialisés aux différents services impliqués dans le domaine sévérin. Ceux qui sont passés au niveau du stand COE, ils ont constaté qu'il y a des détecteurs RN, des détecteurs chimiques, des détecteurs en cas d'incident biologique et autres équipements dans la lutte contre les menaces sévères. Nous avons le P60, c'était un projet au centre d'excellence ECA en matière de sécurité nucléaire. Ce projet a permis les Saint-Péry, par exemple, à se doter d'un nouvel outil informatique de gestion de sources radioactives. Et il y a les P66, le MEDICEF, lutte contre le médicament falsifié. Si aujourd'hui le Congo a la CORED, l'agence de réglementation pharmaceutique, c'est grâce à ce projet COE qui a conduit à la création de cette autorité de réglementation pharmaceutique. Il y a le 99. Nous sommes d'ailleurs en train d'avancer avec ces projets pour que le pays soit doté d'une loi sur la biosécurité et la biosécurité en République démocratique du Congo. Je me permets la tautologie. Et bientôt, on aura cette loi qui nous aidera beaucoup plus dans le cadre de menaces et gestion de risques biologiques. En passant, toujours à travers d'autres projets qui ne sont pas mentionnés, il y a quelques chercheurs COE dans le cadre du projet Sensé qui sont en train de suivre une formation sandwich entre Maroc, France et RDC dans le cadre d'un programme de master spécialisé en CDR. Donc je pense à travers ces quelques éléments évoqués, on peut comprendre que cette structure COE, qui initialement n'était pas bien connue, maintenant nous commençons un peu à nous afficher tout doucement. On comprend que son existence est bel et bien importante. L'effet qui n'est pas évoqué au niveau du titre, c'est explosif. Parce que dans les CBRN, on peut mettre de côté aussi les explosifs comme les dynamites et autres qui peuvent être à des fins de développement, tout comme à des fins destructives. Merci beaucoup. En ce qui concerne l'application pacifique du nucléaire, nous avons une police qui va nous aider ou qui nous aide déjà à suivre comment est-ce que nous utilisons ce nucléaire de façon pacifique. Nous avons des applications de ces nucléaires et ça c'est le CGA qui nous l'a donné. Et enfin, nous avons la gestion de risques. Donc, vous avez eu le cadrage de l'utilisation pacifique du nucléaire en République démocratique du Congo. Professeur Kabena, qui va gérer la partie discussion, est déjà là. Elle a le cadrage de ce premier panel. Nous allons donc passer au deuxième panel qui concerne l'utilisation de la place de l'intelligence artificielle dans les développements durables. Donc, cas des sciences de la santé, de la médecine, de la santé publique et de la cybersécurité. Quand on parle d'IA, actuellement, vous allez être d'accord avec moi que tout le monde pense directement à ChatGPT, n'est-ce pas? Tout le monde pense à Gemini, mais il y a plus que ça. Et les éminents experts qui sont là devant
ici en RDC en ce qui concerne la science et la santé, la cybersécurité et la santé publique. Alors pour ce faire, vous m'avez vu les appeler tout à l'heure. Nous avons le professeur Pierre Kafunga, nous avons maître Onésime Boulaye et le professeur Pierre Kassegetia. Nous allons accorder donc la parole au professeur Pierre Kafunga. On ne saura pas accorder librement la parole à tout le monde pour poser des questions à nos distingués orateurs, ceux qui ont intervenu du côté sécurité nucléaire, du côté intelligence artificielle. Ce qu'on va faire, c'est peut-être prendre 2 questions, comme on a 3 rangées, on peut prendre 3 questions, une par rangée, et puis on va voir si les questions qui sont venues du public n'ont pas satisfait l'ensemble de la compréhension. On va prendre 3 questions dans le public. Et s'il vous plaît, vous allez vous adresser au groupe, c'est pas à l'individu. Comme ça, on va avoir des réponses complémentaires, on va donner la possibilité à tous les panélistes de répondre et de se compléter par rapport aux questions qui seront posées. Alors, on commence par la rangée de... Je n'aimerais pas accorder la parole... Bon, on commence par les cabinets. Excusez-moi, ici il y a les cabinets. Monsieur le conseiller, pourriez-vous adresser vos questions à un groupe de panélistes? Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il n'y a pas de micro-baladeur dans la salle? Micro. En passant par des médias, en faisant le porte-à-porte, toutes sortes d'activités devraient être là et utiliser aussi un langage profane. Vous êtes devant quelqu'un qui n'a pas étudié, vous lui parlez du réorgane. Est-ce qu'il va même vous suivre? Il va se décourager. Donc je crois qu'on doit collaborer avec nos amis communicants qui sont experts, qui doivent, nous devons aller vers eux afin de monter des stratégies. Je pense que cette réponse, la meilleure voie, c'est d'aller vers le communicant et échanger. Merci beaucoup, professeur. Okay. Est-ce qu'on peut répondre sur les questions? Vous avez éclairé l'antenne, mais je voulais seulement augmenter que le professeur Tangou a effectivement raison. Puisque même Saint-Péry, il y a des endroits où vous passez, on vous demande Saint-Péry, c'est quoi? Donc on ne comprend pas. D'ailleurs, il y a des gens qui confondaient Saint-Péry avec Saint-Père. Si vous êtes aussi sur la route, est-ce que vous vous occupez des routes aussi? Non, donc voilà, nous devons sortir, nous devons expliquer ce que nous faisons exactement. Parce que nous, en tant que police, et puis il faut expliquer de manière, avec des termes faciles, que tout le monde peut comprendre. C'est vrai que nous sommes des professeurs d'université, mais pour que les gens puissent nous comprendre, nous devons nous rabaisser au niveau des intellectuels de notre population, pour enfin qu'ils puissent comprendre bien. Parce que lorsque vous parlez du nucléaire, les gens comprennent de la bombe atomique, des choses qui peuvent détruire. Hein? Alors, lorsque vous expliquez dans des termes simples, vous dites par exemple les cancers. Donc, les cancers, pour les traiter, pour les diagnostiquer, on a besoin d'utiliser un peu du nucléaire. Mais si ce nucléaire n'est pas bien utilisé, au lieu de traiter, au lieu de protéger, au lieu de diagnostiquer les cancers, ça peut détruire même les gens qui l'utilisent. Ça peut détruire et les patients et les médecins et les infirmiers et tout le monde qui est dans cette salle-là. Donc, à des termes simples et faciles, nous pouvons convaincre notre population. Lorsque nous sommes avec eux, n'utilisons pas des gros mots, des termes scientifiques, parce que parfois ils sont incapables de les comprendre. Donc, rabaissons-nous à leur niveau et vous verrez que nous allons pénétrer notre population. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci pour les orateurs du panel 1. Est-ce qu'on peut passer la parole aux orateurs du panel 2? Professeur Kafunga, maître Onésime, professeur Jean-Pierre. Si vous pouvez répondre à la question du professeur Raymond et aussi balancer des facteurs qui favoriseraient l'implémentation de l'AE. Elia. Merci beaucoup pour la question, très intéressante, très pertinente. Et le prof a parlé par rapport aux données.
Et nous avons dit lors de notre exposé, nous n'avons pas des données propres aux Congolais pour entraîner nos modèles. Alors aujourd'hui, nous devons comprendre les données constituent une industrie à part. Nous pouvons vendre les données. Et c'est ce que les Google font, tout ça, ils vendent les données. Nous devons d'abord commencer par créer cette industrie des données. Créer notre data center, créer les clouds privés, clouds publics. Il y a des données que nous devons partager. Et nous pouvons les vendre. Mais malheureusement, pour le cas de notre pays, nous n'avons pas. Les données existent, mais ces données ne sont pas structurées, ne sont pas organisées, malheureusement. Même nos amis qui parlent de l'énergie ici, ils ont parlé de l'énergie ionisante, tout ça. Mais est-ce qu'ils ont des bases de données nous permettant de créer des modèles d'intelligence artificielle pour prédire des risques? On ne sait pas. Problème de collaboration, comme il le reconnaît. Alors, donc voilà les grands problèmes. Regardez les difficultés que nous avons. Avec par exemple les collaborateurs des étudiants, quand nous créons un modèle d'intelligence artificielle, nous utilisons les données que Google nous propose dans le cadre. Nous exploitons ces données pour créer nos modèles d'intelligence artificielle. En tout cas, nous en créons. Nous avons créé beaucoup de modèles. Mais qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous avons nos données, comme le modèle a été déjà créé, on ne fait plus la table rase. Nous faisons ce que nous appelons l'apprentissage par transfert pour adapter le modèle qui était créé par rapport à nos réalités. Par rapport, par exemple, à la langue, comme vous avez évoqué là, il y a des modèles d'intelligence, c'est ça au fait de l'étude actuelle, hein, comment arriver à créer des modèles d'intelligence artificielle, et ce que nous appelons le traitement des langages naturels. Il y a le LLM, large modèle, quelque chose comme ça. En géodésie, en topographie et en cartographie principalement. Concernant les cartes qui sont produites à l'Institut géographique du Congo, ce sont les meilleures cartes qui existent en République démocratique du Congo. En ce sens que, premièrement, nous partons d'un ellipsoïde WGS 80, qui est un ellipsoïde universel découvert par l'armée américaine. Alors, à part c'est sur cet ellipsoïde-là que se trouve la projection que nous utilisons pour l'élaboration de nos cartes et la projection que nous utilisons souvent, par exemple, dans le voisinage de l'Équateur, c'est la projection de Mercator, tandis que dans le voisinage plus au-dessus ou plus en bas, nous allons utiliser la projection lambert. Donc, ce qui soutient notre ellipsoïde de révolution, auparavant c'était l'ellipsoïde Clark, pendant la colonisation belge, nous sommes passés à l'ellipsoïde de révolution que nous appelons le WGS 80. Donc, principalement, nous pouvons citer deux projections que nous utilisons. Nous avons la projection de Mercator, premièrement, et deuxièmement, la projection lambert. Donc, ce sont les deux différentes projections que nous utilisons. Ensuite, sur nos cartes, vous allez toujours voir représenter les méridiens ainsi que les parallèles. Sur d'autres cartes, ils sont vendus dans la rue, ici à Kinshasa, vous n'allez pas trouver ces données-là. Alors, nous avons aussi la légende, il y a toujours la légende sur nos cartes, il y a toujours une échelle graphique ou numérique sur nos cartes, ce qui veut dire que très facilement, si vous prenez votre date, vous pouvez très facilement calculer la distance entre deux points de la République démocratique du Congo, par exemple, la distance entre l'aéroport d'Ondji et l'aéroport de Kavumu, par exemple,
à Bukavu, occupé par le M23. Outre cela, nous avons dit que nous avons la légende, nous avons la toponymie aussi. Donc voilà les différentes caractéristiques et l'avantage qu'offrent les cartes qui sont produites à l'Institut géographique du Congo. Je vais quand même parler de quelques recherches que nous avons menées dans ce sens-là. Alors, la première, c'est que nous avons réussi à calculer la distance loxodromique entre le port de Luanda et Rio Grande au Brésil. Nous avons calculé cette distance-là, qu'on appelle la distance loxodromique. Mais aussi, il faut vous dire ici que je suis à la base de la création de la carte de l'université de Kinshasa, qui n'a pas existé depuis. J'ai fait des calculs, j'ai mené des calculs, et à base des calculs de la projection de Mercator, j'ai déduit la carte de l'université de Kinshasa, qui existe déjà et qui avait été présentée au recteur de l'université de Kinshasa. J'ai dit et je vous remercie. Merci infiniment, professeur, pour votre présentation. Nous passons à la deuxième. Nous allons parler maintenant de recherche céleste. Tous ceux qui ont parlé avant moi, c'était les recherches sur Terre. Maintenant, on doit monter. La télédétection. On observe à partir du ciel. Alors, notre centre, c'est un établissement public avec, créé par décret, bien sûr. Il y a une autonomie, une personnalité juridique, une autonomie administrative. Bon, financière, j'ai mis en rouge, parce qu'il n'y a pas encore d'argent. Bon, ça va venir. Alors, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, la télédétection, comme je venais de le dire, une science qui observe à partir du ciel tout ce qui se fait à la surface de la Terre, puiser les informations et proposer des solutions au gouvernement. Et dans notre cas, nous avons la télédétection comme telle. Nous n'avons pas encore tous les outils possibles. Et vous savez que la télédétection, il n'y a pas seulement que les satellites, mais il y a aussi aujourd'hui les drones qui sont en train de prendre les vues aériennes. Mais il y a aussi la géophysique aéroportée où on trouve les avions qui sont en train de regarder là où il y a les gisements potentiels de mines, etc. et qui peuvent donner un plus au gouvernement. Alors, vous savez que notre pays n'a pas encore de satellites. Mais vous allez me poser la question, mais comment vous faites? Nous travaillons avec les partenaires. Mais regardez, au-dessus de nous, nous avons à peu près, nous atteignons déjà à peu près 16 000 satellites qui tournent. Alors vous allez poser la question de réchauffement climatique. À peu près 16 000. L'Amérique a près de 6 000 satellites. Et notre pays, en envoyant, bon, après l'Amérique, c'est la Chine. Après la Chine, c'est la Russie. Et puis le reste du monde se partage le reste. Maintenant, chez nous, par exemple, nous allons voir que nous avons besoin de plusieurs satellites. Mais nous n'avons pas encore un. Mais n'ayez pas peur, nous sommes déjà en train de venir, nous sommes en train de travailler bientôt là. Alors, nous pouvons avec ça découvrir plusieurs potentialités, les eaux que nous avons, même avec des chutes naturelles. Nous avons la gestion des eaux, la pollution que nous avons les érosions, nous avons l'environnement, nous avons la forêt. Nous pouvons même aider notre pays à savoir où est-ce qu'on peut placer les éoliens dans notre pays, c'est possible. Nous avons fait ces études-là. Où est-ce qu'on peut placer les systèmes
photovoltaïques, etc. Et nous avons fait beaucoup d'études et ça peut aider notre gouvernement à avoir des solutions. Alors, nous travaillons dans les mines pour la cartographie de tous les sites miniers pour aider le gouvernement à récupérer tout l'argent qui est en train de fuir entre les doigts. Parce qu'il y a beaucoup de fraude dans les secteurs miniers. Et nous avons l'agriculture pour savoir comment on peut aider le gouvernement congolais à connaître toutes les terres arables et savoir sur cette terre on peut mettre telle semence et après autant de jours ou de mois on peut récolter, manger et vendre. Et nous allons dans le secteur de l'environnement, nous allons dans d'autres secteurs, etc. Et nous pouvons même faire des études pour savoir quels sont les sites potentiels où on peut mettre les sites touristiques pour attirer les visiteurs, à nous donner aussi l'argent comme ça se fait ailleurs. Beaucoup d'applications. Mais nous devons courir et savoir qu'est-ce que nous voulons au juste. Quel est le rôle du CNT aujourd'hui dans la recherche de la paix? Qu'est-ce que je peux dire? Si nous voulons qu'il y ait la paix dans notre pays, il faut du pain. On ne peut pas vivre sans pain et être en paix. C'est pourquoi les CNT peuvent aider à l'agriculture. Nous ne pouvons pas avoir la paix si nos frontières ne sont pas protégées. Le CNT est là comme police pour voir, attention, sur ce côté-là, nous avons vu une bande en train de pénétrer la sécurité, il faut attaquer là-bas. L'armée, regardez, le CNT est capable de le faire. Nous ne pouvons pas vivre en paix si nous avons encore des couloirs par-ci par-là, les Moubondo. Le CNT est capable de suivre et donner l'information à temps et résoudre le problème. Nous ne pouvons pas être en paix quand nous quittons nos maisons. Nous arrivons au travail après 4 heures, fatigués dans les embouteillages. On ne sait pas comment faire le travail. On rentre 4 heures dans les embouteillages fatigués, on n'a même pas faim et on dort. Et le lendemain, quelle rentabilité nous allons donner? Alors, on peut donner des moyens au CNT pour aider le gouvernement à résoudre certains problèmes et nous allons avoir la paix et nous allons arriver au développement durable. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Latini, pour le résultat de cette recherche céleste. Riche en ressources naturelles. Et le CRGM est là pour les détecter, les cartographier, mais aussi les valoriser et pour que ça nous donne la paix. Parce qu'aujourd'hui, la guerre que nous avons, c'est la guerre des minéraux. Et bientôt, c'est la guerre de l'eau. Mais si nous ne les connaissons pas, et si nous ne les valorisons pas, la guerre va nous poursuivre jusqu'au dernier retranchement. Mais à quand dans cette histoire, tenez ceci, par rapport à sa biodiversité et à ses ressources naturelles, la RDC, c'est le trésor économique, c'est le trésor géologique. Mais malheureusement, ce scandale géologique est mal connu. Et son histoire date de quand? Nous sommes à 1891 avec le géologue Gilles Tonnet qui fait son exploration des Moindres jusqu'au Cap-Vert. Et il va découvrir des merveilles. Et de ces merveilles, il ne se retrouve pas. Il va déclarer, vraiment, je suis scandalisé. La géologie de ces pays est trop riche. Et de cela va naître ce qu'on appelle la cartographie géologique. Elle va naître comment? Alors la colonisation va aussi venir et la Belgique va créer ce qu'on appelle le service géologique national. Et ce service géologique va commencer à explorer les pays. Progressivement, il va l'explorer pour nous donner différentes cartes. La première exploration, elle va commencer en 1880 jusqu'à 90 et ça va nous donner l'esquisse d'un schéma qui expose la RDC mais de façon directe. Et pour citer, nous sommes à 2000, alors la RDC va produire la carte des occurrences des gîtes minéraux, c'est-à-dire une carte actualisée.
Mais cette carte actualisée, elle est encore sous-exploitée et elle ne connaît pas encore toute la RDC. Parce qu'aujourd'hui, son exploration n'atteint même pas 30%. D'où la nécessité de travailler encore. Alors, quelles sont les méthodes que les CRGM utilisent? Ils utilisent la télédétection, comme on vient de le voir ici, grâce aux images satellitaires, grâce au radar et aux drones, nous pouvons facilement détecter et localiser les zones des ressources minérales. En dehors de ça, on utilise la prospection géophysique. Et là, on utilise les magnétiques, la gravimétrie et les sismiques pour connaître les zones où l'on peut trouver encore des substances géologiques minérales. Et enfin, on doit utiliser les prospections géochimiques et les levées de terrain. Parce que l'homme a toujours besoin de voir les affairements et les interpréter pour arriver à des conclusions scientifiques. Et de ces conclusions scientifiques, il va arriver à élaborer une carte. Et cette carte va montrer où se trouvent les indices et où il n'y en a pas et quelles sont les différentes minéraux qu'on peut y trouver. Et toutes ces méthodes utilisées nous permettent d'avoir une base de données. Et de ces bases de données, nous avons utilisé les systèmes d'information géographique qui vont nous permettre d'élaborer des cartes des ressources minérales, des cartes hydrogéologiques, des cartes des risques naturels et j'en passe. Voilà comment nous arrivons à travailler sur le terrain avec des partenaires tels que les musées royaux d'Afrique centrale, les BIREL, tels que les Coréens, les universités et tant d'autres pour nous arriver à des résultats de celle-là. Si on peut retourner avant, là, vous avez la première carte géologique qui est un peu plus synthétique et qui nous montre presque toutes les couches géologiques de la RDC, mais aussi avec tous les indices possibles. Mais c'est encore à moins de 50% d'exploration. Et nous sommes arrivés à élaborer une carte hydrogéologique. Il y a quelques années, on parlait du captage d'eau de la rivière Rubani vers les Tchad. Mais on ne connaissait pas ce qu'on a comme ressources géologiques. Et pourtant, nous sommes les deuxièmes bassins hydrologiques, les deuxièmes réserves d'eau douce dans le monde, mais que nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi les CRGM est arrivé à élaborer cette carte pour connaître les potentialités hydrologiques, bien qu'à Kinshasa nous souffrons encore des problèmes d'eau. Et les CRGM a fourni encore un effort avec ses partenaires belges pour arriver à explorer tous les Congos centrales et produire une carte géologique et des gistes minéraux pour les Congos centrales. C'est là pour permettre aux industriels, pour permettre aux hommes d'affaires de faire bien ces affaires. Et pour votre information, c'est grâce au CRGM qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Numaki. Donc la cimenterie Numaki. Donc c'est grâce au CRGM. Parce que le CRGM a découvert ces sites-là du calcaire qui est exploitable pour le ciment. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Le CRGM est allé loin, même à l'étudiant des risques géologiques. C'est comme ça que le CRGM a produit, par exemple, la carte de la ville de Mbuji-Mayi avec tous ces risques possibles pour la première fois, si on peut passer. Et pour cela, il arrive à faire des terrains avec ses partenaires. Là, nous sommes sur terrain, soit avec les Belges, soit avec les Coréens, soit nous-mêmes. Et ces données-là nous parviennent et nous constituons ce qu'on appelle les databases. Et grâce à ces databases, nous produisons des cartes. Et ces cartes peuvent être utiles, peuvent permettre de localiser les ressources minérales, pour parler en termes simples, des minéraux, de l'eau douce, et c'est là pour l'exploitation et qui peut nous amener la paix. Voilà le pays que nous avons abordé. Merci infiniment, directeur de l'ONU, pour ces éclairages. Alors rapidement, nous rappelons que le troisième panel a rappelé que la paix... Au secrétaire général à la recherche scientifique et innovation. Secrétariat technique. Professeur Fidèle Nimi, vous avez la parole. Avec des informations
importante. Il regarde les différents panels que nous avons ici. Le secrétariat technique vous présente quelques recommandations en fonction des regroupements des différents panels tels que programmés par les organisateurs. Première recommandation, il regarde avec le panel sur l'intelligence artificielle ainsi que le rôle des structures de recherche dans la paix. Nous avons reformulé les recommandations ci-après. Faire de la cybercriminalité et de l'intelligence artificielle une priorité nationale. Le D, c'est de protéger les infrastructures civiles et cliniques, c'est-à-dire élaborer un plan national de protection des réseaux vitaux, utiliser l'intelligence artificielle pour la détection automatique et la réponse rapide aux menaces. 3, c'est de renforcer la gouvernance et la régulation, actualiser les lois sur la cybercriminalité des données numériques, encadrer la gestion des ressources radioactives, chimiques et biologiques pour prévenir tout usage malveillant. Et promouvoir l'usage responsable de l'intelligence artificielle dans le secteur clé, notamment la santé pour la détection des maladies et gestion des urgences et en médecine préventive, en éducation pour moderniser l'enseignement, améliorer la qualité de l'apprentissage et former les chercheurs dans ce domaine. À ce qui concerne le troisième panel qui était consacré à la contribution des associations des femmes du ministère de l'Essurie pour la paix et au développement de la RDC, quelques recommandations ont été formulées, notamment renforcer les capacités de l'IGC, c'est-à-dire moderniser les outils géodésiques et cartographiques pour mieux répondre aux besoins de la planification et de la sécurité nationale. Deuxièmement, c'est la promotion de la cartographie comme outil de paix. C'est sensibiliser les décideurs et la population à l'importance de cette cartographie pour une sécurité de notre espace. Troisièmement, c'est le développement des cartes spécialisées, c'est-à-dire créer davantage de cartes thématiques pour la gestion des ressources naturelles et la planification agricole et les infrastructures publiques. À ce qui concerne la télédétection, nous avons émis quelques recommandations, notamment d'intensifier, de développer plutôt les cartes des zones à potentiel minier pour stimuler l'investissement et l'emploi, utiliser la télédétection pour renforcer la sécurité alimentaire et la planification agricole, et puis intégrer des données spatiales dans la stratégie d'assainissement et de prévention des catastrophes naturelles. Il regarde le cinquième panel dont nous avons eu des discussions avec les centres INERA et GRA dans l'agriculture, sécurité alimentaire et nutrition. Ici, quelques recommandations ont été reformulées, notamment renforcer la qualité des semences et promouvoir les variétés riches en nutriments, former les agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles et aux techniques modernes pour améliorer la productivité. Et 3, améliorer la conservation et la transformation des produits agricoles pour réduire les pertes post-récolte. Et enfin, promouvoir des pratiques durables pour améliorer la fertilité des sols et préserver les ressources naturelles. S'agissant du 6e panel dont il était question ici de la modélisation mathématique et application numérique dans la gestion des trafics routiers, ici également, quelques recommandations ont été formulées, c'est de renforcer notamment le modèle mathématique pour prévoir et analyser ces trafics, adopter si possible les algorithmes qu'on vient de nous parler ici tout à l'heure pour optimiser la gestion de flux et mettre en place
un système de transport intelligent intégrant la modélisation pour améliorer la mobilité urbaine. Et enfin, le panel s'il vous plaît, toujours sur les embouteillages, il y avait des recommandations aussi intéressantes. C'était d'acquérir et mettre à jour les équipements numériques pour la collecte des données et la stimulation du trafic, mais aussi exploiter les applications numériques et les modèles mathématiques pour optimiser la circulation. Et enfin, le septième panel, qui était consacré à la gestion des effets dus au changement climatique et l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables, le rôle du CREI et des CRG, entrepreneuriat vers les nouvelles économies. Ici, quelques recommandations ont été également reformulées, notamment renforcement d'abord des infrastructures scientifiques, c'est-à-dire développer et moderniser les laboratoires spécialisés pour améliorer le suivi géophysique et la qualité des analyses. Et puis la surveillance et la gestion des risques naturels, c'est d'étendre le réseau des stations sismiques et les systèmes nationaux de surveillance pour prévenir et réduire les impacts des catastrophes naturelles. Et enfin, une sécurisation hydrique et gestion durable de l'eau. Ici, c'est question d'utiliser les données géographiques pour planifier les forages et protéger les nappes phréatiques face au stress hydrique croissant. Et puis, renforcer le partenariat. Question ici de renforcement des financements des projets de recherche et établir d'autres partenariats avec des experts internationaux. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour ces rendus. Vous avez réalisé que ce sont des recommandations qui sont issues des présentations des différents panélistes. Mais le document sera bien élaboré pour qu'enfin soit potable et transmis à la tutelle. Président, c'est à vous maintenant de prendre la parole dans ce processus de clôture de notre activité. Merci beaucoup. Vous savez, quand les gens attendent pour manger, il ne faut pas beaucoup parler. Alors, c'est juste pour remercier. Nous remercions d'abord Madame la ministre qui s'est impliquée, parce que vous savez, pour organiser, il y a toujours les côtés finances, pour qu'on puisse organiser cette activité. Elle s'est impliquée bien qu'étant à l'extérieur. Et vous avez vu que le matin, le ministre d'État a été là. Il ne sait pas être avec nous à la clôture. C'est le secrétaire général qui va clôturer. Alors je voudrais remercier tout le monde. D'abord, tous les membres du cabinet qui sont mobilisés, tous les responsables des services centraux, les DG, jusqu'à nos étudiants et nos élèves qui sont présentés. Vous tous qui avez été là durant toute la journée pour suivre au moins ce que font nos centres de recherche. Je remercie l'équipe d'organisation qui a travaillé pendant longtemps, parce que c'est depuis pratiquement 6 mois que le conseil scientifique prépare cette journée. Et nous avons accéléré les rythmes, même hier soir, on était ici pour préparer cette journée. Si j'ai un vœu à faire, c'est que vous avez vu que les différents centres, ils ont des domaines communs de recherche. Et c'est que nous voulons qu'ils continuent à travailler en synergie. Et qu'on n'attende pas encore la journée du 10 novembre 2026 pour qu'on se retrouve ici en panel. Vous avez vu, même quand on a fait les stands ont été regroupés. Ici, les panels aussi, c'était regroupé. Je vais demander à nos centres de recherche de travailler comme cela. Et nous allons aussi suivre les recommandations qui nous ont été faites pour mieux communiquer avec notre population.
Voilà, je crois que c'est ce que je voulais dire pour que... Merci beaucoup. Merci, Président. Merci de nous avoir permis d'aller vite. Et après sa prise de parole, nous allons nous lever pour l'hymne national, parce que c'est avant 18h, et puis après, on va se servir selon l'ordre que le protocole voudra bien nous communiquer. Monsieur le secrétaire général, je vous invite à clôturer au nom de son Excellence Madame la ministre de la Recherche scientifique, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, la célébration de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Monsieur le secrétaire général. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil scientifique national, distingués professeurs, chercheurs, étudiants, chers invités, Mesdames et Messieurs, alors que nous arrivons au terme de cette journée riche en réflexion, en échange et en engagement, je tiens à exprimer au nom du gouvernement de la République toute ma satisfaction et ma reconnaissance à l'ensemble des participants à cette célébration de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Cette journée, placée sous le thème national « Contribution des institutions de recherche à la paix et au développement durable en RDC », nous a permis de mesurer l'importance stratégique de la science dans la construction d'un avenir meilleur pour notre nation. Les débats, les panels et les expositions ont démontré une fois de plus que la recherche scientifique congolaise est vivante, innovante et porteur d'espoir. Au cours de cette journée, plusieurs idées fortes ont émergé. La science était le lien essentiel de la paix et du développement durable, car elle éclaire la décision publique et renforce la cohésion nationale. 2. La recherche scientifique doit être soutenue par un financement accru, notamment à travers la mise en œuvre progressive de 1% des PIB recommandés par l'UNESCO. Les jeunes chercheurs et les femmes scientifiques doivent jouer un rôle moteur dans la dynamique d'innovation et de transformation sociale. La valorisation des résultats de recherche et la coopération scientifique, tant nationale qu'internationale, doivent se poursuivre pour renforcer la souveraineté scientifique de notre pays. L'intégration de l'intelligence artificielle dans nos systèmes de recherche et de gouvernance offre une opportunité unique pour anticiper les crises, prévenir les conflits et promouvoir la paix durable. Les centres régionaux de recherche nucléaire de Kinshasa doivent continuer à jouer un rôle central dans la promotion de la science nucléaire pacifique, notamment dans les domaines de la santé, de l'énergie, de la sécurité radiologique. La régularisation rigoureuse des sources radioactives, chimiques et biologiques demeure essentielle pour protéger notre population, notre environnement et prévenir tout usage non conforme à la paix et au développement durable. J'invite l'ensemble de nos institutions universitaires, des centres et institutions de recherche, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les secteurs privés, à unir leurs efforts
afin de transformer la science en force productrice, créatrice et stabilisatrice. La recherche doit sortir des laboratoires pour servir les communautés, améliorer la vie quotidienne et contribuer à la reconstruction durable du pays. Je salue également les plus hautes autorités de la République, à commencer par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour son leadership visionnaire en faveur de la valorisation du capital scientifique et de l'innovation nationale. Mes remerciements vont également au gouvernement de la République, à mes collègues, je parle au nom des ministres, ainsi qu'à tous les partenaires nationaux et internationaux pour leur implication active dans la promotion de la science au service de la paix. En clôturant officiellement cette Journée mondiale de la science 2025, je lance un appel solennel à la mobilisation collective. Faisons de la science le socle de notre souveraineté, le ciment de notre unité et le moteur de notre développement durable et pacifique. Puisse le fruit de nos réflexions nourrir les politiques publiques, inspirer nos chercheurs et guider notre pays vers un avenir fondé sur la connaissance, la dignité, la sécurité et la paix durable. Je déclare alors la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement durable, édition 2025. Je vous remercie. Et avant l'exécution de l'hymne national par la chorale, nous voudrions connaître aussi parmi les participants les élèves à qui on avait adressé l'invitation sont dans la salle, qu'ils viennent devant après l'hymne national, et les étudiants qui ont été invités également. Le président du conseil scientifique voudrait bien s'assurer qu'ils étaient dans la salle. Alors, sur ces mots, nous allons laisser la place à la chorale pour l'exécution de l'hymne national, et après quoi viendra la bouffe. Veillons nous lever. Debout Congolais, unis par le sang, finis dans le fond l'indépendance. Brûlés au sang, ces oppressions, naïvano, chez nos crédélés, la lignama, la migo, le monsala, notre mambo, kakole, kakitoko, la kijan. Merci beaucoup. Au prochain rendez-vous, novembre 2026. Mais en attendant, allons nous servir. Protocole, on commence par